C'est le 1er août 1944 que va déclencher le processus de libération de Rennes. Le général Patton a envoyé sa 4e division blindée vers la ville de Rennes. Des éléments de cette division, sous le commandement du général Wood, arrivent à Béthon en début d'après-midi. Sur la route, Jean-Charles, 23 ans, qui habite au hameau de Maison-Blanche, voit arriver une drôle de petite voiture avec une étoile blanche suivie de blindés. Et oui, ce sont les Américains. Et la Jeep s'arrête, en descend un homme qui lui dit « Je suis Pierre Bourdan ». Pierre Bourdan, c'est une voix que Jean-Charles et la plupart des Français connaissent. C'est une voix de la BBC, de l'émission « Les Français parlent aux Français ». Je suis Pierre Bourdan. Dis-nous, où est la batterie de DCA allemande? Ah, la batterie de DCA allemande? Elle est près de l'exploitation de mes parents, dans des champs, à 300 mètres de la route à peu près. Pour nous, la guerre, c'était la DCA de Maison-Blanche. Alors, on nous avait expliqué, parce que nous, à 10 ans, vous savez, on ne connaissait pas beaucoup la DCA, mais on l'entendait. Et comme on voyait assez souvent les forteresses volantes passer au-dessus, eh bien, à chaque fois, ou pratiquement à chaque fois, on entendait les tirs des DCA de Rennes. Alors, nous, enfants, entre nous, on se disait « Oh, ça, c'est Maison-Blanche qui tire. Ah non, ça, c'est, tu vois, c'est Champy. » Alors que c'était les mêmes canons. Mais peut-être de par la situation, peut-être de la direction du vent, peut-être, je ne sais pas exactement quoi, ça nous faisait nous dire, avec certitude, on était sûr de nous bien sûr, que c'était telle ou telle batterie qui tirait. C'est alors que parle l'Américain, un colonel, le colonel Clark. Pierre Bourdan traduit. Il te demande de nous y conduire. Jean-Charles s'étonne et dit « Mais vous n'allez pas aller à cet endroit. Il y a cette batterie qui est à 300 mètres de la route et qui aura des vues sur la route et vous ne la verrez pas. » Mais Pierre Bourdan traduit à nouveau les propos du colonel. Il dit que tu dois nous conduire. Jean-Charles enfourche son vélo et est suivi par la Jeep blindée. Au passage à niveau, il indique à gauche une route et il leur dit « Ah, là, vous allez rentrer dans Rennes comme dans du beurre. » Pierre Bourdan traduit à nouveau les propos du colonel « Tu nous conduis à la ferme de tes parents. » Et il va laisser donc la Jeep dans la cour de la ferme. Il s'en va, lui, avec sa famille. Que se passe-t-il alors? Très certainement, un entretien entre le colonel Clark et le chef de la batterie allemande que le colonel essaie de persuader de se rendre. Ce ne sera pas le cas puisque la Jeep fait demi-tour, remonte sur la route toute la file des blindés qui sont là à la queue leu-leu. Un premier canon de 88 mm de la batterie tire, le combat s'engage, il va être terrible. Car les chars se font allumer, s'embrasent sur les coups. Ceux des servants qui ne sont pas dedans arrivent à sauter et sont mitraillés au sol. Le combat va durer 2 heures. 11 chars Sherman, 3 semi-chenillés du 10e bataillon d'infanterie blindée sont hors de combat. C'est plus de 50 hommes et une centaine de blessés du côté américain, sans parler de pertes allemandes de l'autre côté quand même. Les Américains, au bout de 2 heures, vont se retirer, non sans avoir un élément du 10e bataillon d'infanterie qui va atteindre l'objectif stratégique qui avait été donné, la hauteur de la colline de Saint-Laurent, où on a une vue sur la ville de Rennes. La nuit tombe. À Rennes, les Rennais
qui, à 15 heures, ont entendu ce fracas, sont inquiets ou heureux. Ceux qui ne le sont pas, ce sont les auxiliaires des Allemands. Les Allemands eux-mêmes, d'abord la Gestapo, puis les miliciens de la milice française, puis les nazis bretons du Bézène-Pérotte. Un convoi se forme le long de l'hôpital militaire pour prisonniers. Ces gens quittent la ville. Les Rennais, eux, vont se terrer, car les obus ne vont pas cesser de tomber. Parallèlement, en fin de journée, des renforts allemands arrivent du Mans, 1900 hommes, arrivés avec le colonel Koenig, qui détache un certain nombre de ces hommes pour renforcer la batterie de Maison-Blanche. Le 2 août, le général Wood apprend, avant même les Allemands, qu'en fait, la ville de Rennes n'est plus considérée comme une place forte pour laquelle il faut se battre à mort. Et pourtant, 1900 hommes sont arrivés la veille au soir. Parallèlement, dans un bureau clandestin du Palais Saint-Georges, la résistance s'organise. Pierre Herbart, alias Général Le Vigan, envoie des émissaires vers les Américains pour leur dire en substance que la garnison allemande n'est pas très vaillante et d'autre part qu'il serait vraiment inutile de bombarder par avion la ville de Rennes car il n'en sortirait rien de bon ni pour les Américains ni pour la population. Rennes ne doit pas être un nouveau Saint-Lô ou une ville comme Caen entièrement dévastée par les combats et les bombardements. Cependant, toute la journée, les obusiers américains envoient sur la ville des obus, ont des échanges aussi avec les Allemands. Les Rennais courbent la tête, des centaines d'obus vont tomber, y compris en centre-ville, près de la piscine Saint-Georges, contour de la Motte, au coin de la rue Saint-Georges et de la rue Gambetta, rue Édith Cavelle. On passe entre les obus, on va dans les caves. La ville de Rennes est dans l'attente. Le 3 août, si la ville reçoit toujours des obus, les Rennais sont inquiétés par autre chose. Les Allemands sont en train de disposer sur chaque pont des dispositifs explosifs. Ils veulent manifestement empêcher les Américains de passer au sud de la Vilaine. Parallèlement, la résistance agit. Pierre Herbart, alias Général Le Vigan, a pour mission de mettre en place une nouvelle équipe administrative en éliminant d'abord les fonctionnaires de Vichy. Il applique ainsi les demandes du gouvernement provisoire de la République française. C'est ainsi que le préfet régional et le préfet départemental sont convaincus d'abandonner leur poste, les Américains arrivant, et ils sont mis à l'ombre. Une escouade de FFI passe place du maréchal Pétain, c'est son nom encore à l'époque, et demande au maire de Rennes, nommé par le préfet, René Pathé, de quitter son poste. Celui-ci s'exécute, non sans avoir donné un conseil, occupez-vous des ponts. Aussi, en ville, la résistance prend en main les imprimeries, imprimerie des Nouvelles, imprimerie de l'Ouest Éclair, le studio de radio. Il s'agit d'avoir en main tous les leviers de commande administratifs et matériels. Les remplaçants des vichistes sont nommés. Victor Legorgeux va être commissaire régional de la République et Yves Milon sera le maire de Rennes. Ils vivent dans la clandestinité, mais sont prêts à apparaître. La nuit tombe et les Rennais qui se seraient endormis sont réveillés brusquement par une explosion énorme. C'est le pont Gambetta qui saute. Plus tard, d'autres ponts vont sauter en chaîne.
depuis le pont de la Mission jusqu'à l'autre bout des quais, pont de Strasbourg. Oui, les Allemands vont partir, on fait sauter les ponts. Sauf un qui n'a pas sauté. Le pont de rue de Brest, ou un truc comme ça, je ne sais plus trop exactement, qui n'avait pas sauté. Autrement, tous les ponts étaient sautés. Et le lendemain, quand j'étais place de la mairie, pour voir ce qu'il y avait et à écouter, il a fallu qu'on passe en face des nouvelles galeries, enfin à côté des nouvelles galeries, il y avait des passerelles qui avaient été jetées pour qu'on puisse passer, parce qu'il n'y avait plus de pont. Les ponts qui étaient qui étaient en face de la poste, et les nouvelles galeries étaient sautés. On voyait la Vilaine. Parallèlement, des Rennais courageux réussissent à retirer le dispositif de mise à feu de pont sur le canal d'Illérance. Les Allemands reçoivent enfin du général Hausser, chef de la 7e armée, l'ordre de quitter la ville. Ils vont le faire par des voies détournées, évitant les routes nationales que les Américains occupent. Le 4 août au matin, l'infanterie américaine, enfin parvenue aux abords de Rennes, avec un sérieux accrochage la veille aux Gantelles, cette infanterie du 13e régiment entre dans Rennes par la route d'Entrain et par la route de Fougères. Elle pénètre dans la ville calmement, sans tirer un coup de feu. Elle est suivie par des blindés, des chars notamment. Le matin de Libération de Rennes, je dormais dans la chambre ici, enfin, rue des Garrigal, au premier, et mon père vient me réveiller et me dit le drapeau français flotte sur la prison de Rennes. Alors, aussitôt, je me suis réveillé, ça m'a réveillé, je me suis mis à la fenêtre, puis effectivement, on voyait le drapeau français qui flottait sur la prison de Rennes. La prison de Rennes était à côté, puisque j'habite à côté de la prison. Et suite à là, alors je me suis habillé, et j'ai dit, tiens, mais je vais les Américains, j'allais les voir place de la mairie. J'ai été place de la mairie, j'ai traversé la poste, à côté des postes, le pont qui était sur une passerelle qui avait été mise, puisque les ponts de Nemours avaient sauté. J'ai été là-bas et j'ai vu les Américains dans les jeeps, j'ai vu différentes personnes qui étaient garées par là. Elle avance dans la ville avec en tête une jeep avec un fanion tricolore. C'est la jeep de Jean Marin, ce géant lieutenant de vaisseau qui était chargé de la liaison administrative et qui arrive en ville parmi les premiers et gagne l'hôtel de ville. Peu à peu, les Rennais sortent de leur maison ou de leur cave et applaudissent frénétiquement, avec des cris de joie, l'arrivée des libérateurs. On échange des bouteilles de vin ou de cidre contre des friandises. Les troupes avancent et bientôt, elles occupent la place de la mairie et continuent vers le palais du commerce, dont l'arche centrale est le seul point de passage pour elles pour gagner le sud de la ville, vu l'état des ponts. On est passé dans la rue d'Orléans, et à ce moment-là, au bas de la rue d'Orléans, il y a la Vilaine qui passe devant la poste, et il y avait un trou énorme qui avait été fait parce que les Allemands avaient fait sauter mais ce n'était pas un pont pour faire passer du matériel lourd. Et notamment, les Américains passaient avec des chars devant le trou, et je me rappelle de ça, la dalle de béton, qui n'était pas prévue pour ça, elle se baissait de 30-40 cm. Et il passait quand même. Et il passait sous les arcades au milieu. L'après-midi, c'est la foule devant le balcon nord de l'hôtel de ville où se rassemblent toutes les personnalités françaises, entourées d'Américains, et au-dessus du grand drapeau américain cerné de 2 drapeaux français, des discours ont lieu. Jean Marin s'exprime, la foule applaudit,
On entend la Marseillaise, et tandis que les véhicules de la 4e division blindée continuent à passer, c'est la joie, une joie débordante, avec quand même un bémol, ce sont certains Rennais qui s'en prennent aux collabos. Il s'agit d'hommes, de femmes qui sont désignés comme des collaborateurs des Allemands, vrais ou supposés, certains étant victimes de comportements de dénonciation mal fondés, et ils sont poursuivis et harcelés. Mais c'est la joie qui domine toute la journée, et cette joie se traduira 4 jours plus tard par l'apparition du journal qui remplace l'Ouest éclair, Ouest France, dont le bandeau a évidemment une photo du général de Gaulle, et aussi en tête du premier éditorial, enfin libre.